Bonjour à tous, bienvenue au Media Days de Lyon 2025. On est au LDLC Arena, c'est vraiment un lieu assez magique et on accueille aujourd'hui deux personnes de RFE Publicité. Donc Jean-Luc Venturino qui est directeur fondateur de RFE Publicité. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Bienvenue. Et Éric Bandon, directeur de la clientèle de RFE Publicité. Et bonjour Philippe. Jean-Luc, est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement RFE Publicité et c'est quoi RFE Publicité? RFE est une structure qui a été créée en 1988, qui est une régie radio à la base et qui l'est toujours aujourd'hui, avec un média principal qui est la régie de Radio Vinci Autoroute 107.7 en France, sur 4500 km de réseau, on va être amené à y revenir, mais aussi régie de toutes les opérations de terrain, c'est-à-dire les opérations de sponsoring, de sampling, d'activation de marques sur les aires de service qui sont, on va le voir aussi, des lieux extrêmement visités à des périodes de l'année où la saisonnalité, tu t'en doutes, est importante. Ouais. Donc RFE couvre l'ensemble de ces métiers pour le compte de Vinci Autoroute. Donc Vinci Autoroute, c'est des radios d'autoroute. Il y a une capacité d'activation grâce à la radio sur ces aires d'autoroute. Donc, aujourd'hui, on s'adresse aux marques. On va commencer par le média stratégique. Comment est-ce que le 107.7 aujourd'hui, c'est un média à fort impact? Comment est-ce qu'on peut le définir? On peut le définir d'une manière très simple, c'est que déjà, le 107.7, c'est une radio de service. C'est ce qui la distingue énormément de l'ensemble de l'offre radio en France, qui sont des radios d'entertainment, de divertissement. Quand on écoute 107.7, c'est qu'on a besoin du service que 107.7 va délivrer, c'est-à-dire les conditions de circulation de son trajet. Ouais. Capacité d'anticiper ce qui va peut-être être un événement qui va nous bloquer, des problématiques de météo, des problématiques de grève, des problématiques de toutes sortes qui peuvent entraver mon parcours et qui vont influer bien évidemment sur la durée de mon parcours. Mais il n'y a pas que ça, il y a des conditions de circulation pures et simples, c'est-à-dire notamment des contresens qui malheureusement aujourd'hui font l'actualité, c'est-à-dire des gens qui prennent l'autoroute à contresens. Une radio d'autoroute, c'est une radio qui va informer d'une manière globale et en particulier sur ces points extrêmement sensibles, sans devenir à ne raconter que des mauvaises nouvelles. C'est pas du tout le jeu de ce type de radio. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette radio, elle est montée comme toutes les autres radios pour amener une durée d'écoute qui soit de qualité, avec un programme musical, avec des playlists qui sont moins ciblées ou moins longues que sur des radios thématiques que tu connais. Ouais. Mais on est sur une problématique de programmation de généralistes, en fait, type Europe 1, RTL, Sud Radio, pour accompagner tout le parcours, pour toute la famille. Car si on a une typologie d'audience qui est plutôt professionnelle et monolithique, si je puis dire, la semaine, d'un homme ou d'une femme qui se rend de son domicile au travail, le week-end, c'est la cellule familiale dans son entier qui circule sur le réseau, ce qui nous permet notamment de dire à nos clients et annonceurs que le 107.7 est un média privilégié pour toucher la famille en entier et toucher des cibles prescriptrices comme les enfants, mais c'est aussi parler d'un produit ou d'un service avec son épouse ou son conjoint dans ce lieu d'échange qui va durer un certain temps, le temps de la durée du trajet. Ouais, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas mesuré par médiamétrie. Vous avez vos propres mesures qui sont menées par Ipsos. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ah, mais on peut en parler. On a été longtemps mesuré par médiamétrie. On a décidé de changer puisque médiamétrie, à l'époque du changement de l'enquête EAR, avait des modifications structurelles qui ne passaient plus avec nos contraintes. Et on a décidé de passer avec Ipsos, qui, quand même, il faut le rappeler, est le premier institut de sondage européen, puisqu'Ipsos sonde toutes les radios en Europe, toutes les radios en Amérique du Nord. Ils savent un petit peu faire les mesures d'audience. Et le fait de travailler avec Ipsos, c'est qu'on a retenu les mêmes modèles d'indicateurs d'audience, audience veille, tous les indicateurs d'audience traditionnels qui savent sortir tous les autres. Et ce qui est important de préciser,
c'est qu'à 2 méthodos différentes, on arrive à sortir des linéaires en audience cumulée et en part d'audience qui sont identiques à quelque chose près entre ce que nous sortait d'une manière régulière Médiamétrie et ce que sort aujourd'hui Ipsos. Et donc les résultats, vous sortez régulièrement Alors on fait un baromètre annuel par an qu'on a appelé le baromètre qui est en mars, c'est-à-dire une semaine classique simple où il n'y a pas de grand départ ou ce genre de choses. Et ensuite, on cible un week-end exceptionnel de type l'Ascension et on cible l'été puisque ce sont les 3 séquences particulières du trafic de l'année sur un réseau autoroutier. Donc toutes les années, nous faisons ces 3 périodes de mesure d'audience que l'on restitue. Donc on est beaucoup plus riche que ce qu'on l'a été avec Médiamétrie à l'époque. Ouais. Et en plus, on a la chance avec Ipsos de pouvoir transférer l'ensemble de ces données à Popcorn, qui est l'outil de média planning radio, au même titre qu'Atelier Radio de Kantar Media. Popcorn, c'est la structure Ipsos. Et aujourd'hui, et ça c'est une vraie nouveauté, Philippe, depuis à peu près 1 an et demi, c'est pas une nouveauté dans l'univers de la radio, c'est une nouveauté de l'An 107.7, c'est qu'aujourd'hui, on peut donner des mesures d'audience classiques qui conviennent à l'ensemble des acheteurs avec les mêmes modalités, c'est-à-dire les GRP sur cible, les coûts GRP net, bien évidemment, qui sont quand même la matrice pour savoir comment se situe dans le paysage radio le média en question. Donc, et donc beaucoup d'évolution avec elle révèle quoi, ces audiences actuellement, aujourd'hui elle révèle des choses intéressantes. Une grande stabilité dans le sens que sur les univers de CSP, on n'a pas de grands changements. J'ai parlé tout à l'heure de la fréquentation semaine et de la fréquentation week-end. On retrouve pratiquement les mêmes équilibres et les mêmes modèles. Par contre, sur les audiences, les trajets pendulaires de la semaine, 50% de cette audience-là se fait entre 6-9 le matin et 17-20 le soir. Et le week-end, on a vu des transhumances, si je puis dire, de grosses fréquentations du samedi passer au vendredi. Effet RTT oblige. Et aujourd'hui, un plan structuré sur une autoroute pour toucher l'audience au maximum en week-end va se situer entre de la planification le jeudi soir, le vendredi toute la journée, le samedi matin et surtout les retours du dimanche soir qui sont absolument colossaux. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est que ces enquêtes nous ont permis d'affiner notre connaissance aussi des différents profils types. C'est-à-dire qu'on a souvent une image des auditeurs aussi de Radio Vinci Autoroute 107.7, un peu vieillissante, pas très à la mode, etc. Il ne faut pas oublier que les conducteurs, ce sont des Français. Donc aujourd'hui, on est en capacité de dire qu'on s'adresse à tel pourcentage de 25-39, 39-49 et plus, ce qui va nous permettre aussi d'apporter une réponse plus claire aux marques concernant la cible, les comportements. On sait aussi vous dire que 80% de notre audience sont propriétaires d'un logement principal, donc ce qui tend aussi à être sur une population d'audience d'actifs, cadres, CSP+, qui vont avoir des moyens de partir régulièrement en vacances, qui vont avoir peut-être aussi les moyens de se meubler plus régulièrement, de faire les magasins plus régulièrement. Enfin, toutes ces informations-là vont faire qu'en connaissance des habitudes et des comportements de consommation, ça va nous permettre aussi, nous, d'amener une marque dans un contexte d'écoute qui va être affinitaire avec un comportement d'achat. Ouais. Donc, alors, on a la chance, enfin, vous avez la chance, et nous aussi, parce qu'en tant qu'automobiliste, on a la chance d'avoir des aires de service. Ouais, et ça, pour une radio, c'est quand même génial de pouvoir activer, en fait, grâce à ces aires de service. Alors aujourd'hui, c'est quoi les types d'actions qui sont possibles sur ces aires de service ? Alors, en préambule, il faut dire que l'univers autoroutier à ce site particulier, c'est qu'on y entre et on y sort suite à un péage. On est ce qu'on appelle dans un univers captif. On va produire un parcours qui va durer un certain temps et qui va engendrer un certain nombre de pauses nécessaires physiologiquement et fortement recommandées selon la durée du trajet. L'autoroute à ce site particulier et j'allais dire Vinci Autoroute à ce site particulier, c'est qu'on a organisé un écosystème permettant de communiquer massivement sur une radio qui est fortement écoutée, comme on a évoqué tout à l'heure, de distribuer beaucoup de contacts, et pour cette même marque, de placer le produit dans les mains du client sur l'air lorsqu'il s'arrête,
de lui montrer, de lui faire goûter, de lui faire essayer. Et à ce titre, sur la question que tu posais tout à l'heure, ça peut être de l'automobile où on va démontrer des produits familiaux. Ça peut être cet été, un grand fabricant de sièges enfants est venu démontrer sur les aires et encore une fois, les utilisateurs, acheteurs futurs ont pu voir ce qu'il en était. La radio a servi à flécher cette opération sur le lieu où elle se trouvait, sur la A10. Et elle a permis aussi de booster cette opération au niveau des 4500 km de réseau. C'est-à-dire, donc, même si tu te mets à Montélimar ou à Montpellier ou à Chartres, la communication la radio va permettre de flécher sur la zone où se trouve l'opération. Ouais, c'est le gros avantage. Mais elle va booster et amener une amplification notoire à tout le réseau à des moments où on a des trafics absolument colossaux, puisque c'est des opérations qui se passent l'été. Ouais. Donc, on peut imaginer ce que pèse un week-end de départ d'été en juillet ou en août. Sachant que vous avez la capacité aussi de zoner, c'est-à-dire de restreindre quand même une opération dans une zone particulière. Et ça, c'est aussi cette capacité à pouvoir dire, bah, tiens, je zone uniquement là, ou alors je veux avoir, pour une marque, un impact plus important, même si il faut aller dans cette aire pour participer à l'opération physiquement. On a identifié sur notre réseau effectivement des aires, ce qu'on appelle des aires premium. Donc il y a un maillage qui est défini par nos équipes. C'est-à-dire qu'on va garantir à une marque une présence sur les aires les plus fréquentées, avec le plus gros trafic, donc potentiellement un impact visuel et une création de liens aussi plus massive. Et la création de liens est très importante parce qu'effectivement, si la radio va être là en amont et en aval, en prise de contact, en top of mind, en call to action, en drive to web, les opérations terrain vont vraiment servir cette création de liens, de rajouter de l'humanisation dans une marque, ce qui n'est pas forcément évident aussi avec tous les médias, et va permettre aussi aux équipes de la marque de porter du discours pédagogique ou autre, d'en baser aussi. Pour enrichir aussi leur portefeuille et pouvoir réadresser aussi ces personnes, ces prospects sur des rappels lors de prochaines opérations ou même sur l'opération relayée dans les points de vente au moment de la campagne. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi les opérations les plus importantes estivales, puisque c'est quand même l'été où il se passe, même s'il se passe aussi des choses le reste du temps et que les marques peuvent prendre, quand elles désirent, des opérations spéciales. C'est quoi les plus importantes? Et puis, comment est-ce que la marque s'intègre dans le dispositif? Je suppose qu'elle peut aussi suggérer des choses. Oui. Si elle a une idée folle, elle peut vous dire, j'ai une idée folle, faisons ça. Absolument. Alors d'abord, il y a un dénominateur commun, c'est capter cette audience d'été qui part en vacances, qui est dans un contexte, on va dire, loisir plus. Favorable pour la Un consommation. petit peu plus détendu, capable de passer du temps un peu plus sur une aire et être un petit peu plus open à une forme de découverte. Donc déjà, il y a ce dénominateur-là. Ensuite, le type d'opération. Exemple, cet été, Yotomini est venu amener un système pédagogique pour les enfants. Yoto, je rappelle, c'est les petites enceintes connectées où on met des cartes pour écouter des livres audio. Exactement. Je connais bien Voilà. le produit, puis on en avoir parlé dans Podcast Magazine. Donc, ils sont venus chez nous cet été. C'est quelque chose d'extrêmement concluant. On a eu des gens qui sont venus faire la promotion de la circulation et de la mobilité électrique. Je vais arriver. J'ai quelque chose. Je sais pas si c'est toi ou si c'est. Mais c'est pas grave. Il y a un bip. Tout le monde est OK. Il y a un bip. C'est pas grave. C'est pas moi. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être moi. On a eu. Donc, j'ai parlé des sièges. On a eu Volkswagen qui est venu, par exemple, promotionner toute sa gamme électrique près des bornes de recharge, venir faire de la pédagogie, mais faire aussi des activations pour essayer de concerner les enfants et tous les passagers de l'auto. Après, ça peut être Andros qui vient pour un produit et qui va occuper les enfants. Donc, chaque fois, on essaie avec les concepteurs de l'opération, et c'était un objet de ta question tout à l'heure, nous qui connaissons bien les microcosmes que nous avons chez nous, de voir comment on va pouvoir capter ces audiences-là
où on va se mettre, quel est l'endroit stratégique sur l'air, parce qu'il y a aussi un flux qu'il faut maîtriser. Il y a aussi ce qu'on appelle les installations commerciales qui sont en place. Oui, vous n'avez pas toute liberté parce qu'il y a quand même une sécurité. Voilà. Vous ne faites pas ce que vous voulez où vous voulez. Par contre, vous pouvez le proposer. Et ensuite, il y a un coût, bien sûr, à ça pour la sécurité. Et effectivement, c'est un système un petit peu plus contraignant et précis en termes sécuritaires. Quand, par exemple, dans la vallée du Rhône, il y a un vent absolument effarant. Si on a des structures qui sont très hautes, il y a des tas de choses qu'on ne pourra pas faire. Par contre, il y a un inventaire pléthorique de ce qu'on est capable de faire sur ces aires pour activer ces marques. C'est quoi l'opération la plus folle que vous avez faite, dont vous vous souvenez et qui était vraiment incroyable? Est-ce qu'il y a des trucs qui se démarquent vraiment? Alors, il y avait eu, parce que je parlais devant il y a un instant, il y avait eu la sortie du film Moi moche et méchant. Ah oui. Où les concepteurs de l'opération voulaient absolument mettre un système de soufflerie verticale, je perds le terme, d'ériger dans un truc qui faisait plus de 10 mètres de haut. Ah oui, c'est ces trucs avant, là, c'est ces structures avant. Voilà. Ouais. On a essayé de prendre toutes les précautions du monde. Et bien évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que sur la période où on a fait l'activation, ils ont dû activer 3 jours sur 10 jours d'activation parce qu'il y avait ce genre de choses. Après, il peut y avoir différentes choses cocasses ou pas. Pas d'incident, déjà, ça c'est l'essentiel, mais des fois les tentes s'envolent. Oui, bah ça c'est. Après, en belle opération, on a fait gagner une voiture. Une voiture a été placée dans un conteneur. Ah ouais. Une voiture a été placée par un conteneur sur une aire d'autoroute. Et l'objectif, c'était justement d'embaser un maximum de personnes pour faire gagner le véhicule. Il y a eu aussi des préfabriqués qui ont été montés sur les aires spécialement pour un litier, pour un grand litier, dans le but de promouvoir sa literie. Ouais, et pouvoir le placer. Donc en fait, c'est vraiment, on va au-delà aussi des infrastructures d'accueil qui sont déjà sur site pour proposer vraiment des expériences sur mesure. Comment on mesure après le retour, le résultat pour une marque? Est-ce qu'il y a lui aussi à l'intérieur un espèce de ce qu'on appelle un call to action où on va dire vous avez un code de réduction pour un produit, ou alors des fois c'est que de la visibilité? Alors ça peut être tous les cas d'espèce. Ça peut être de la visibilité, de la notoriété, d'exposer un produit à un endroit inattendu par rapport à des choses classiques qui se font en in-store ou sur des galeries. Il peut y avoir des actions très très trafic. Et là, le juge de paix, c'est quel type de trafic on a fait, par exemple, en Drive to Web. Et sur l'exemple qui était cité d'un équipementier automobile qui a fait gagner les autos sur notre réseau, je peux te dire que la sanction, elle est immédiate sur les trafics qui vont sur les sites Internet. Ça bloque? Ça bloque. Il y a eu des moments où ça bloque. Par contre, là où ça bloque, et c'est intéressant, c'est que le patron de cette opération-là, le patron annonceur, ont déclenché une action sur une aire donnée à partir d'un message radio. Par exemple, on me disait toute l'équipe de l'annonceur en question est à Montélimar. Donc ça a été annoncé uniquement à la radio et nulle part ailleurs. Et là, donc soit tu écoutes et tu as la promo, soit tu n'écoutes pas. Voilà. Et l'été, par exemple, on a ce qu'on appelle un véhicule trafic sur les axes majeurs de nos réseaux. C'est le véhicule trafic avec un journaliste qui fait des points ponctuels sur le réseau. Et le jeu consistait à repérer cette voiture radio Vinci Autoroute décorée comme telle pour pouvoir aller chercher des cadeaux plus ou moins intéressants, mais pour pouvoir aller chercher des cadeaux. Et là, dès l'instant que le spot passe, c'est pas moi qui le dis, mais c'est du vécu par l'annonceur, que j'ai croisé tout à l'heure sur le salon des Médiadès à Lyon, donc j'aurais dû le récupérer pour pouvoir te l'amener. C'est effarant de voir le volume et la masse de gens qui vont s'arrêter à un moment donné pour participer à un jeu. On a beaucoup d'opérations sur l'autoroute, des opérations avec des livres gratuits, beaucoup de choses, y compris sur les univers culturels. C'est extrêmement puissant. Ouais, ça marche. Extrêmement puissant. Ouais, les clients sont contents, en général. Ça s'inscrit dans un cadre de détente. Donc, c'est très bien reçu. Les personnes qui se déplacent ont le temps. Ça fait partie de leur pause. Ils en profitent. Ouais, alors on va parler de sampling. Sampling, c'est un terme un peu barbare, mais c'est l'échantillonnage. C'est-à-dire on distribue des échantillons. Absolument. Et ça, c'est vrai que ça marche
en général plutôt bien parce que si c'est, je sais pas, Saint-Michel, par exemple, les galets de Saint-Michel, en général, c'est plutôt agréable. Et derrière, est-ce que c'est des marques qui existent déjà dans les supermarchés qui sont, enfin, Oui. dans les stations Oui. obligatoirement, ou est-ce qu'on peut faire du sampling avec une marque qui n'est pas partenaire de… Vendu sur la station. Ok, c'est clair. On peut faire du sampling de marque et c'est quelque chose sur différentes séquences de notre organisation qu'on a vécu. À une époque, c'était aux barrières de péage à Vienne, à Saint-Arnoux, Yvelines, sur des gros sites avec des capacités qui étaient de l'ordre de 300 à 320 000 exemplaires distribués par week-end. Eh oui. Ensuite, cette opération a migré sur les aires de service, telle qu'elle est toujours aujourd'hui, en sortie d'air, où on remet avec une organisation simple un sac de multi-annonceurs avec des produits, encore une fois, on met pas des clés à molette, encore que ça pourrait servir pour la mécanique, mais je veux dire, on est quand même sur des choses qui sont adaptées au voyage et aux circonstances du voyage. Et l'échantillonnage reste un outil qui est redoutable pour faire connaître un produit. Ça, c'est Dixit les marques, parce qu'il n'y a pas grand-chose de mieux que de le faire goûter, essayer, apprécier. Et en plus, sur l'autoroute, il y a un avantage supplémentaire, c'est que quand on remet un sac multi-produits à une auto, à une famille dans une voiture, qu'est-ce qui va se passer dès que l'auto va repartir? On regarde ce qu'il y a dans le sac. La famille, Et on en parle. les enfants. Exactement. On en parle et on essaie. C'est bien l'objectif, c'est de faire parler. Et on achète quand on arrive sur le lieu de vacances aussi, finalement. Oui, oui. Et puis après, voilà, c'est cette fameuse occasion de voir. Exactement. Et occasion d'entendre. C'est ODV ou c'est ODE. Oui, tout à fait. Alors, on va parler un peu de l'écosystème Vinci. Quelles opportunités offre le digital via Ulysse et les applis Vinci? Ulysse est aujourd'hui une des plus grosses communautés adressables sur le réseau, parce qu'effectivement, on parlait des détenteurs des badges. Donc, c'est une communauté qu'on voit sous un angle différent que celui de la radio. Comment on les adresse comment? Parce que moi, je l'ai, le badge, j'ai Liberté, je ne sais pas si c'est Ulysse ou pas. Ah non, c'est peut-être pas Ulysse. Et non, faudra le changer. Ah, Faudra le changer, mais comment on les adresse? Alors, eux sont adressés sous forme de newsletter, c'est assez classique. Pour leur part, notre rôle à nous sur cette communauté, c'est vraiment aujourd'hui de la fidéliser, de la construire dans un but assez proche, de pouvoir justement proposer des solutions de commercialisation pour mieux les adresser. Mais aujourd'hui, on est capable tout de même de leur envoyer, on a une base de données de 7 millions d'abonnés qualifiés. Aujourd'hui, on les adresse par newsletter. Ces mêmes personnes-là qui nous suivent aussi sur le téléphone quotidiennement ont des informations qui leur sont données. Alors, je rajouterais juste sur ce point, on est en train de faire bouger les lignes avec notre mandant qui est Vinci Autoroute par rapport à l'univers ou les écosystèmes digitaux à considérer comme tels. Ulysse, c'est 7 millions d'abonnés, mais c'est une appli consultable et qui doit donner un certain nombre d'informations durant le voyage. Il y a un ensemble de moyens qui vont être reconsidérés pour faire quelque chose de beaucoup plus efficace dans la finalité, c'est ça le but, mais qui accompagne beaucoup plus le parcours client sur l'univers autoroutier. Parce qu'aujourd'hui, chez Vinci, il y a l'appli Ulysse, pour les raisons qu'on sait, la gestion de ses badges, de ses parcours et autres, mais aussi la gestion de son parcours. Et il y a une autre appli qui est celle de Radio Vinci Autoroute, où là, on va avoir en direct, en replay, en streaming, et aussi sur l'univers des collections de podcasts qui existent de la radio, une offre qui va pouvoir accompagner le voyage. À cet égard, on s'est rendu compte que si notre univers des 35 ou 45 et plus nous écoutait en FM, les 18-24, eux, venaient même en voiture nous écouter sur l'appli de leur smartphone. Là-dessus, Eric pourrait en parler pour accroître les capacités. On a la capacité de faire du pré-roll, bien sûr, sur le stream de l'appli Radio Vinci Autoroute. Par contre, sur Ulysse, il y a tout un modèle qui va évoluer pour aller beaucoup plus profondément ou être beaucoup plus proche de la communauté des 7 millions de porteurs de badges
et qui sait s'il y a des choses à faire en termes de parcours client. Et sur Ulysse, il y a la présence de Radio Vinci, des contenus. Pas sur Ulysse. Pas sur Ulysse encore. C'est un peu ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en Exactement. gros, Ulysse va bénéficier et devenir une plateforme de contenu. On l'espère. Un média à part entière qui est complémentaire, bien entendu, à Radio Vinci. Le gros avantage, en fait, c'est qu'aujourd'hui, 86% des Français utilisent leur véhicule. On est tous équipés d'un smartphone. Ah oui, oui. Quand sur la radio, des enquêtes Ipsos font ressortir que jusqu'à 75% d'auditeurs se renseignent sur la marque, ce qui est assez énorme, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on peut se renseigner directement parce qu'on a le téléphone dans la poche. Et au final, libre aux marques, justement, de rebondir sur leurs opérations et de là, de déployer leurs outils aussi. Tout ce qui est display, qui sont déjà hébergés sur leur site ou via d'autres partenaires médias, pour aller aussi récupérer des KPI, d'autres marqueurs de performance sur une opération qui aurait pu commencer chez Vinci. Ouais, donc vous rajoutez en fait les 7 millions d'auditeurs, d'abonnés à Ulysse, aux auditeurs et à toute l'opération et en les adressant avec d'abord une newsletter et peut-être à terme. Et c'est une vraie voie de développement. Parce que pour le cas où tu nous poserais la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après, c'est justement qu'est-ce qui va se passer après. C'est effectivement on a deux axes. Nos nouvelles données Ipsos et autres vont nous permettre de mettre en avant beaucoup plus l'audience semaine que ce que ça n'a jamais été fait sur les radios d'autoroute, puisque les radios d'autoroute 107.7 ont toujours été considérés comme un média puissant, mais le week-end ou les départs en vacances, dont les résultats efficaces qu'on sort d'Ipsos vont nous permettre de mettre en avant beaucoup plus avec nos partenaires la semaine. Et le développement du digital défini dans son ensemble de regroupement de moyens auprès des porteurs de badges, des porteurs d'appli Ulysse et de porteurs d'appli Radio Vinci Autoroute. On va essayer de refaire un écosystème, une écologie du projet plus pertinente pour accompagner nos clients sur le terrain et essayer de leur servir ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Le rôle des marques là sera essentiel. Et ben voilà, donc l'autoroute est devenue un levier média incontournable. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Eric pour votre présence et à très bientôt à tous les auditeurs et les téléspectateurs puisqu'on est filmé aussi dans ces Media Days. Je vous invite à regarder les autres dates. Là, on est à Lyon, bien sûr, c'est peut-être un peu trop tard pour venir puisque vous regarderez en replay, mais on a Lille et Strasbourg qui arrivent en décembre. À très bientôt. À bientôt.